Le prétexte à cette analyse approfondie des événements passés a été une vaste collection de documents épars que nous avons enfin réussi à systématiser en un tableau cohérent. Il s'agit du phénomène grandiose des expositions industrielles qui, tout au long du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, se sont tenues avec une régularité enviable dans de nombreux pays du monde. L'Empire russe ne faisait pas exception. De tels événements y étaient organisés en permanence, démontrant le plus haut niveau de développement technique et culturel. Cependant, ce processus s'est brutalement interrompu. En Russie, les expositions ont eu lieu jusqu'en 1917, après quoi, pour des raisons historiques évidentes, elles ont cessé. Mais le plus surprenant est ailleurs, dans d'autres États et même sur d'autres continents, sous des régimes politiques totalement différents, cette tradition a également été interrompue presque simultanément, avec seulement un léger décalage dans le temps. On peut certainement déceler ici des liens de cause à effet implicites, indiquant le caractère global des changements en cours. Il semblerait qu'avec une telle ampleur d'événements, couvrant l'Europe, les deux Amériques, l'Asie et l'Afrique, une quantité incroyable de preuves visuelles aurait dû subsister. Mais en tentant d'approfondir le sujet, les chercheurs se heurtent à une situation paradoxale. Sur les ressources nationales, les catalogues photographiques de ces événements sont pratiquement inexistants en libre accès, alors que les rapports textuels numérisés et les statistiques sèches foisonnent en nombre inimaginable. Les archives étrangères semblent un peu plus fournies, et c'est là que surgissent parfois des matériaux uniques concernant notamment la Russie de cette époque, ce qui soulève en soi de nombreuses questions sur la préservation de la mémoire historique. Pour résoudre cette énigme, il faut se tourner vers le centre de la vie des expositions mondiales de cette période, Paris. Ce sont les expositions universelles en France qui donnaient le ton au développement mondial. De l'art à l'industrie militaire, et y participer était considéré comme obligatoire pour tout pays souhaitant rester à l'avant-garde du progrès. L'action principale se déroulait dans le monumental Palais du Champ-de-Mars. Aujourd'hui, ce bâtiment n'existe plus, ce qui, pour une Europe économe, est un fait extrêmement étrange, car de telles structures sont généralement gardées comme la prunelle de ses yeux. Si l'on analyse les images historiques de l'aménagement du Champ-de-Mars de cette époque, une vue complètement différente des monuments familiers s'offre à nous. La tour Eiffel, que nous avons l'habitude de voir comme un objet autonome, avait une apparence différente en 1900. Des éléments sphériques incompréhensibles étaient fixés sur ses parties porteuses, et la structure était ornée d'une corniche massive en arcade équipée de lampes. Lors d'une étude détaillée, on peut remarquer entre les arches des piliers spécifiques, étonnamment similaires à ceux qui se trouvaient sur le toit du Palais du Champ-de-Mars, aujourd'hui disparu. Cette observation mène à une conclusion inattendue. La célèbre tour a été conçue initialement, non pas comme un monument solitaire, mais comme une structure temporaire servant d'arche d'entrée pour l'exposition de 1889. Elle formait un ensemble architectural et probablement technique unique avec le palais. Selon toute vraisemblance, ces objets étaient reliés en un réseau commun. La disparition du Palais du Champ-de-Mars et la modification ultérieure de la Tour Eiffel sont étroitement liées. Lorsque le complexe principal a été démonté, la corniche complexe sur la tour est devenue fonctionnellement inutile et a été remplacée par une structure décorative simplifiée et les éléments mystérieux ont disparu. Cependant, l'objet de recherche le plus intéressant reste le Palais des Machines, une autre structure colossale qui n'a pas survécu jusqu'à nos jours. C'est ici qu'étaient concentrées les réalisations avancées de la construction mécanique mondiale. Et c'est ici, parmi les mécanismes géants et les chaudières à vapeur, que les images d'archives révèlent des détails qui ne cadrent pas avec la version officielle de l'histoire technique. Au milieu de l'industrie lourde et des machines-outils, pour une raison inconnue, se trouvaient de nombreux objets ressemblant à des édifices religieux miniatures. À l'intérieur de ces petites églises, on aperçoit des mécanismes complexes, ce qui change complètement la perception de leur fonction. À l'arrière-plan de l'un des complexes d'exposition, on peut remarquer une structure étrange ressemblant à un château d'eau, mais sa conception jette un doute sur une utilisation aussi primitive. Pour une pompe à eau dans cette zone climatique, cela aurait été une solution trop audacieuse et peu pratique, qui aurait cessé de fonctionner dès les premiers gels.
Il s'agissait très probablement d'une structure à dôme modernisée qui agissait d'une certaine manière sur ces mêmes piliers situés sur les toits des bâtiments voisins. Il n'est pas exclu que ce système ait eu un lien direct avec les éléments de la corniche de la tour Eiffel, créant un champ énergétique unique dont la nature reste à élucider. Une situation inexplicable entoure l'héritage documentaire de cette époque. En tentant de reconstituer en détail les événements qui se sont déroulés sur le territoire de l'Empire russe, les chercheurs se heurtent à un phénomène que l'on peut qualifier de paradoxe des archives. Une quantité colossale d'informations numérisées est disponible en libre accès. Rapports textuels, résumés statistiques, catalogues détaillés des participants et liste des médaillés. Ces documents fourmillent de chiffres, de noms d'ingénieurs, de noms d'entreprises et de descriptions de pavillons. Il semblerait que la machine bureaucratique ait fonctionné impeccablement, enregistrant chaque étape. Cependant, lorsqu'il s'agit de confirmations visuelles, photographies, plans, schémas, un vide informationnel apparaît. Sur les ressources nationales, il est pratiquement impossible de trouver des catalogues photographiques de qualité des expositions industrielles de cette époque. On a l'impression qu'il existe un certain filtre tacite. Le texte, en tant que porteur d'informations abstraites, a été conservé, tandis que l'image, capable de transmettre les détails des technologies et l'apparence réelle des dispositifs, a fait l'objet d'un retrait systématique. Après tout, c'est la série visuelle qui porte des informations impossibles à falsifier ou à interpréter de manière ambiguë dans un rapport sec. Le texte peut être réécrit, les chiffres corrigés, mais la photographie d'un agrégat complexe au principe de fonctionnement incompréhensible pour l'ingénieur moderne devient une preuve dangereuse. Cette absence d'illustration sur fond de masse textuelle géante ne ressemble pas à une perte accidentelle, mais au résultat d'un nettoyage délibéré de l'histoire. La situation ne commence à s'éclaircir qu'en se tournant vers les sources étrangères. Dans les archives d'autres pays, le tableau est différent. Beaucoup plus de documents visuels y ont été conservés. Et ce qui est le plus paradoxal, c'est justement dans les catalogues étrangers que surgissent de rares clichés des expositions russes. On aboutit à une situation absurde. Pour voir à quoi ressemblaient les réalisations de l'industrie nationale de la fin du XIXe siècle, il faut chercher leurs traces à la bibliothèque du Congrès des États-Unis ou dans les archives nationales de France. Cette étrange répartition de l'information suggère que le processus d'oubli était contrôlé non seulement localement, mais qu'il avait des caractéristiques géographiques spécifiques, où certaines régions étaient nettoyées plus soigneusement que d'autres. Pour comprendre l'ampleur réelle et le niveau technologique de cette époque, il faut déplacer l'attention là où la concentration de la pensée technique atteignait son apogée. À la fin du XIXe siècle, ce centre était sans aucun doute Paris. Ce sont les expositions universelles, organisées dans la capitale française en 1889 et 1900, qui sont devenues l'apothéose du développement technique de la civilisation. Ce n'était pas de simples foires, mais une démonstration de la puissance d'un progrès mondial unifié, où les pays participants, y compris la Russie, rivalisaient dans la grandeur de leurs pavillons et l'audace de leurs solutions d'ingénierie. Paris lançait des tendances qui étaient instantanément reprises dans le monde entier. Des styles architecturaux aux principes d'approvisionnement énergétique. L'arène principale de ces événements était le Champ de Mars. Si l'on étudie les vieux plans et gravures, il devient évident que l'organisation de l'espace différait radicalement de celle d'aujourd'hui. La place centrale était occupée par le majestueux palais du Champ de Mars, une structure monumentale destinée à démontrer la grandeur du génie humain. Cependant, aujourd'hui, il ne reste aucune trace de ce palais. Pour la culture européenne, qui traite habituellement avec soin la préservation de son héritage architectural, la destruction complète d'un objet aussi significatif semble extrêmement suspecte. À l'endroit où s'élevaient autrefois les murs du palais, il y a maintenant du vide ou des constructions totalement différentes, n'ayant rien en commun avec la grandeur passée. Mais la disparition du palais n'est qu'une partie du puzzle. L'étrangeté principale réside dans la manière dont ce palais interagissait avec l'espace environnant. En analysant les vues panoramiques de l'époque, l'attention est inévitablement attirée par la dominante de Paris, devenue son symbole.
Cependant, la silhouette familière de la célèbre tour sur les vieilles images présente des différences substantielles qui ne peuvent être mises sur le compte de la fiction artistique ou de la qualité de la prise de vue. La structure que nous connaissons aujourd'hui ressemble à une version tronquée ou simplifiée de ce complexe d'ingénierie sophistiquée qui existait au tournant du siècle. La question se pose, comprenons-nous vraiment la véritable destination de cette structure, ou son aspect moderne n'est-il qu'une carcasse, privée de son principal remplissage fonctionnel? Lors d'une étude détaillée des preuves d'archives concernant le symbole principal de Paris, une sensation de dissonance cognitive surgit inévitablement entre l'aspect moderne de la Tour Eiffel et la manière dont elle a été immortalisée au tournant des 19e et 20e siècles. Ce que les touristes perçoivent aujourd'hui comme un objet monumental achevé s'avère, à y regarder de plus près, n'être qu'un squelette, privé de ses organes fonctionnels les plus importants. Les documents historiques de 1900 montrent une structure possédant une série de détails inexplicables du point de vue de l'architecture traditionnelle. Sur les éléments porteurs de la tour, on distingue clairement des objets sphériques fixés dont la destination n'est pas précisée dans les ouvrages de référence officiels, et le corps lui-même est ceinturé par une corniche massive en arcade équipée de lampes électriques. Une attention particulière est attirée par la structure de cette corniche disparue. Si l'on analyse sa conception, on remarque qu'entre les arches décoratives étaient installés des piliers verticaux spécifiques. Ces éléments ne portaient aucune charge évidente et ne soutenaient pas les structures supérieures, ce qui exclut leur destination purement constructive. L'énigme commence à se résoudre si l'on compare ces détails avec l'architecture d'autres bâtiments de cette époque, notamment avec le palais du Champ de Mars, aujourd'hui perdu. Sur le toit de cette structure colossale se trouvaient des piliers absolument identiques, alignés en rangées géométriques strictes. Une telle coïncidence exacte de forme et de dimension sur deux objets différents ne peut être un hasard ou le caprice d'un architecte décorateur. Cela indique l'existence d'un standard technique unifié. La tour Eiffel a été conçue et érigée initialement non pas comme une flèche solitaire, mais comme une structure temporaire remplissant la fonction d'arche d'entrée pour l'exposition universelle de 1889. Ce statut d'arche d'entrée doit être compris bien plus largement que comme un simple passage pour les visiteurs. La tour formait un ensemble unique et inséparable avec le palais du Champ de Mars. Leur proximité et la présence de sommets en piliers identiques témoignent qu'ils étaient les nœuds d'une même chaîne, un réseau d'ingénierie intégré. Probablement, la tour jouait le rôle d'une antenne géante, d'un récepteur ou d'un émetteur qui interagissait avec l'équipement installé sur le toit du palais. C'était un système symbiotique où chaque élément était nécessaire au fonctionnement du tout. C'est justement cette interconnexion qui explique les métamorphoses ultérieures survenues à la Dame de Fer. Dès que l'exposition fut terminée et que la décision de démonter le palais du Champ de Mars fut prise, le circuit unique s'est trouvé rompu. La disparition de l'un des composants clés du système a rendu l'équipement fonctionnel sur la tour elle-même inutile. La corniche complexe en arcade, avec ses lampes et ses mystérieux piliers résonateurs, a cessé de remplir sa tâche technique. Par la suite, lors du processus de soi-disant reconstruction, ces éléments ont été démontés, et à leur place sont apparues des décorations simplifiées imitant les formes anciennes, mais privées de contenu interne. Ce que nous voyons maintenant est essentiellement un appareil hors tension, dont il ne reste que le boîtier. Il est étonnant que la survie même de la tour ait été présentée comme un heureux hasard, car en tant que structure temporaire, elle était vouée à la démolition. Cependant, elle a été conservée, après avoir été préalablement privée de son contenu technologique. La disparition du palais du Champ de Mars, qui faisait partie intégrante de ce complexe énergétique, ressemble à une destruction délibérée de preuves qui auraient permis de comprendre le principe de fonctionnement de tout le système. Après tout, si l'on suppose que les piliers sur le toit du palais et sur la tour étaient des éléments de transmission sans fil ou de génération d'énergie, alors on comprend pourquoi ils ont été retirés si hâtivement lorsque le besoin de démontrer des miracles a disparu. La liaison entre les bâtiments s'effectuait sur des principes qui peuvent sembler aujourd'hui relever de la science-fiction, mais pour les ingénieurs de l'époque, c'était visiblement une réalité opérationnelle. La tour s'élevant au-dessus de Paris n'était que la partie visible de l'iceberg, le sommet d'une machine géante.
Mais si elle servait d'émetteur ou peut-être de résonateur dans cette chaîne, alors où se trouvait le cœur du système? Où se situait le nœud de puissance principal générant cette énergie qui faisait briller les lampes sans les fils et câbles qui nous sont familiers? La réponse à cette question nous mène à une autre structure grandiose de cette exposition, qui a connu un sort encore plus triste et mystérieux. Elle a été rayée de la surface de la Terre complètement, ne laissant même pas de fondation derrière elle. Il s'agit du légendaire Palais des Machines. Parmi la multitude de chefs-d'œuvre architecturaux perdus, victimes d'un oubli inexplicable, une place particulière est occupée par le légendaire Palais des Machines. Cette structure cyclopéenne, qui était le cœur des expositions parisiennes, ne représentait pas simplement un pavillon d'exposition, mais un véritable triomphe de la pensée technique, où se concentraient toutes les réalisations avancées de la construction mécanique mondiale de l'époque. Cependant, le destin de ce géant s'est avéré tragique et énigmatique. Malgré son caractère unique et le coût colossal de son érection, le palais n'a pas survécu jusqu'à nos jours. Pour une Europe pragmatique et économe, un tel gaspillage, la démolition d'un bâtiment entièrement fonctionnel et majestueux, semble pour le moins un phénomène étrange. Le fait est là, l'espace où était démontré le sommet du progrès technique de l'humanité a été nettoyé à zéro, comme si quelqu'un essayait de cacher non seulement la structure elle-même, mais aussi les principes intégrés dans sa conception. En analysant les images conservées de l'extérieur de ce complexe, les chercheurs découvrent des détails qui ne s'inscrivent catégoriquement pas dans la trame historique officielle. À l'arrière-plan, à proximité immédiate des bâtiments principaux, on peut remarquer une structure haute, qui dans les descriptions traditionnelles est souvent classée comme un château d'eau ou une pompe à eau. Cependant, lors d'un examen attentif des caractéristiques techniques de cet objet, cette version commence à s'effriter. La construction semble trop ajourée et complexe pour un réservoir d'eau utilitaire. De plus, pour les conditions climatiques de la région, une telle solution aurait été extrêmement risquée. En période hivernale, par des températures négatives, un système d'approvisionnement en eau ouvert d'une telle configuration serait inévitablement tombé en panne, se transformant en un bloc de glace. L'incohérence technique du château d'eau oblige à chercher d'autres explications à sa présence au centre d'une exposition technologique. Très probablement, nous avons affaire à une certaine structure à dôme modernisée, dont la forme était dictée non par l'esthétique, mais par des lois physiques. Un dôme couronné d'une flèche, dans le contexte de l'énergie alternative, est considéré comme un concentrateur ou un récepteur de vibrations. Il existe une hypothèse selon laquelle cet objet agissait d'une certaine manière sur les piliers verticaux disposés en rangée sur le toit du bâtiment situé devant. Si l'on considère l'ensemble architectural comme un schéma unique, alors le château d'eau pouvait jouer le rôle de générateur de champ ou d'amplificateur de signal, qui était transmis aux éléments récepteurs de la toiture. Cette supposition change complètement le regard sur l'architecture de la fin du XIXe siècle. Ce que nous avons l'habitude de considérer comme des excès décoratifs, flèches, dômes, colonnades sur les toits, pouvaient en réalité être des composants d'un système énergétique sans fil complexe. Dans cette logique, le lien entre les différents objets de l'exposition devient compréhensible. Si le palais des machines et les pavillons voisins étaient saturés d'équipements nécessitant de l'énergie, et que les lignes électriques qui nous sont familières ne sont pas observées en volume nécessaire sur les photographies de l'époque, cela signifie que l'énergie arrivait d'une autre manière. La structure à dôme à l'arrière-plan, interagissant avec l'électricité atmosphérique ou le champ éthérique, pouvait transmettre un potentiel aux piliers antennes installés sur les toits et les corniches. Lorsque cette technologie a été reconnue comme dangereuse ou indésirable pour une large diffusion, le besoin de telles formes architecturales spécifiques a disparu. La démolition du palais des machines et le démontage de la tour mystérieuse dans l'arrière-cour sont devenus la conclusion logique de l'ère de l'énergie libre. La destruction de ces objets ressemble à un effacement de traces. Après tout, si le bâtiment était resté debout, les ingénieurs des générations futures se seraient inévitablement posé la question de la destination des étranges rangées métalliques sur le toit et de leur lien avec la tour isolée. La démolition a permis de réécrire l'histoire de la technique, ne laissant aux descendants que de jolies images
et des récits sur les moteurs à vapeur. Le concept même qu'un bâtiment puisse être une partie d'une machine a été perdu. L'architecture a cessé d'être fonctionnelle au sens énergétique et est devenue simplement une enveloppe pour s'abriter des intempéries. Nous avons perdu la compréhension de la manière dont la forme d'une structure peut influencer l'environnement et les flux énergétiques. Cependant, les découvertes les plus intrigantes attendent les chercheurs non pas à l'extérieur, où les destructions à grande échelle ont caché les preuves principales, mais à l'intérieur des pavillons. Si l'on étudie attentivement les intérieurs des salles d'exposition immortalisées sur les clichés d'archives, on peut remarquer un voisinage totalement inimaginable. Parmi les presses lourdes, les locomobiles et les tours, au centre même des expositions de construction mécanique, se trouvaient des objets qu'une personne moderne identifierait comme des édifices religieux. Une multitude de copies miniatures d'églises, de temples et de chapelles se tenaient dans la même rangée que l'équipement industriel, et ce voisinage n'était clairement pas accidentel. De plus, si l'on regarde de plus près la conception de ces maquettes, il devient évident que leur remplissage interne avait peu de choses en commun avec l'accomplissement de rites cultuels. En s'immergeant dans l'atmosphère des expositions industrielles de la fin du XIXe siècle, le chercheur se heurte à ce qui est peut-être l'énigme la plus intrigante de cette époque, capable de bouleverser toutes les conceptions modernes sur la destination de l'architecture traditionnelle. Dans d'immenses pavillons dédiés à la démonstration des réalisations de la construction mécanique lourde, au milieu du fracas des marteaux-pilons, des tours, des volants massifs et des agrégats de tissage, on découvre une classe d'objets totalement inattendue. Il s'agit de nombreux objets copiant extérieurement des édifices religieux. Églises miniatures, chapelles, complexes de temples et pagodes. Leur présence dans des salles dédiées exclusivement à la technique et à la mécanique provoque une dissonance cognitive. Pourquoi exposer des maquettes de bâtiments cultuels dans un temple de la science et de l'industrie, où règnent le fer et la vapeur? La réponse réside dans l'étude détaillée de la structure interne de ces objets. À y regarder de plus près, il devient évident que nous n'avons pas devant nous des maquettes architecturales destinées à démontrer le savoir-faire des bâtisseurs. À l'intérieur des structures ajourées, à travers les ouvertures en arches et les fenêtres non vitrées, on distingue clairement des mécanismes complexes. Engrenages, bobines, noyaux métalliques et arbres de transmission, cachés derrière les façades des saintes demeures, indiquent sans équivoque que la forme du bâtiment n'est qu'un boîtier pour un dispositif technique. Cette découverte oblige à repenser la notion même de temple dans le contexte des technologies du passé. Si une machine se trouve à l'intérieur d'une église, cela signifie que l'église elle-même est une partie intégrante de la solution d'ingénierie. La logique suggère que toute machine implique la réception et la conversion d'énergie. À l'époque de la vapeur, la force dominante était l'énergie thermique, obtenue par la combustion du charbon. Cependant, un moteur à vapeur est un système encombrant, sale et complexe, nécessitant une chaudière, un foyer, des tuyaux et une évacuation de fumée. Les agrégats camouflés en édifices religieux n'ont rien en commun avec la traction à vapeur. Ils n'ont ni cheminée ni foyer, leur construction est élégante et légère. Par conséquent, une énergie d'un tout autre ordre était convertie ici. La forme en dôme du sommet, la présence de flèches et de hauts axes verticaux confirment une fois de plus l'hypothèse selon laquelle, dans ce cas, on utilisait l'énergie électrique naturelle, extraite directement de l'atmosphère. Dans ce contexte, les éléments que nous avons l'habitude de percevoir comme des symboles religieux acquièrent une signification purement utilitaire et technique. Le dôme cesse d'être simplement une voûte céleste, se transformant en résonateur ou accumulateur de charges statiques. Les flèches et les croix, ayant souvent une structure complexe et fractale rappelant des sapins en spirale ou des antennes multidimensionnelles, remplissaient la fonction de récepteur d'électricité éthérique. Ces arbres en spirale, ornant abondamment les sommets des objets d'exposition, n'étaient pas un décor, mais un nœud fonctionnel essentiel, sans lequel le mécanisme à l'intérieur du bâtiment serait resté un poids mort. Ce qui est interprété aujourd'hui par les historiens de l'art comme le canon de l'architecture religieuse était pour les ingénieurs du passé un règlement technique strict pour la création d'un circuit de réception d'énergie.
De plus, on rencontrait souvent dans les expositions des obélisques couronnés d'éléments lumineux ou de sphères étranges. Il faisait également partie de la chaîne globale, jouant peut-être le rôle de maillon de transmission ou de transformateur. Il n'est pas clair si un tel obélisque était un maillon meneur ou mené dans le système, mais son intégration dans la rangée commune avec les églises générateurs est évidente. La quantité d'objets similaires sur les vieilles photographies dépasse l'entendement, créant l'impression que nous n'avons pas devant nous une exposition de réalisations éparses, mais la démonstration d'un système énergétique global unifié dont les principes étaient compréhensibles et accessibles aux maîtres de l'époque. Il s'avère qu'il y a tout juste 100 ans, l'humanité possédait une technologie pour obtenir de l'électricité bon marché, voire gratuite, littéralement à partir de l'air. L'atmosphère de cette époque possédait peut-être d'autres caractéristiques physiques, ou bien la connaissance des méthodes d'interaction avec elle a été perdue ou délibérément retirée de la circulation. Les machines-temples démontraient la possibilité d'un approvisionnement énergétique autonome sans brûler d'hydrocarbures. C'était une technologie propre, silencieuse, où la forme architecturale déterminait directement l'efficacité du fonctionnement de l'appareil. On pourrait supposer que de tels raffinements n'étaient propres qu'à l'Europe éclairée, et que Paris, en tant que capitale de la mode, expérimentait simplement avec le design des dispositifs techniques. Cependant, les faits disent le contraire. Cette technologie n'était pas un secret ou un phénomène local français. Elle était répandue partout, et la géographie de son application frappe l'imagination. Exactement les mêmes principes, les mêmes églises générateurs et récepteurs atmosphériques étaient ouvertement démontrés et fonctionnaient avec succès dans des endroits qui nous semblent aujourd'hui être une périphérie profonde. Les sceptiques pourraient objecter que les miracles technologiques décrits ci-dessus étaient la prérogative exclusive de l'Europe éclairée, et plus précisément de Paris, qui était à l'époque le centre incontesté de la mode mondiale en matière d'ingénierie. Cependant, la géographie de la diffusion des technologies atmosphériques s'avère beaucoup plus large, et l'on découvre des traces de structures identiques sur des territoires que l'on a coutume de considérer, sinon comme une périphérie technique, du moins comme des régions ayant un mode de vie totalement différent. Si nous nous transportons à des milliers de kilomètres vers l'est, dans l'Empire russe, nous voyons un tableau qui reflète en miroir les réalités parisiennes, confirmant le caractère global du savoir perdu. Même dans les coins reculés de l'Empire, comme Blagovetchensk, se tenaient des événements démontrant le même niveau d'équipement technique. Lors de l'exposition Amour primorié de 1898, dans une ville qui, pour un habitant de la capitale de l'époque, semblait être le bout du monde, on érigeait des pavillons dont l'architecture soulève aujourd'hui une foule de questions. En étudiant les témoignages conservés de cet événement, on peut découvrir ces mêmes flèches mystérieuses, rappelant des églises miniatures ou des chapelles. Cependant, leur emplacement et leur forme ne laissent aucun doute sur leur destination utilitaire. C'étaient des structures d'ingénierie complexes, couronnées d'éléments spécifiques en spirale, rappelant des sapins. Ces spirales, selon toute vraisemblance, jouaient le rôle d'antennes de réception ou de résonateurs. Il est difficile d'imaginer que dans le climat rude de l'Extrême-Orient, dans des conditions loin du confort européen, les ingénieurs aient dépensé des ressources pour créer des décors aussi complexes s'ils ne portaient pas de charge fonctionnelle. Une machine camouflée en objet architectural implique la réception d'énergie mécanique ou électrique par la conversion d'un champ externe. Et si à Paris, on pouvait mettre cela sur le compte des fantaisies des designers, à Blagovetchensk, où le pragmatisme passait avant tout, la présence de tels dispositifs indique que l'obtention d'énergie à partir de l'atmosphère était une technologie ordinaire, routinière, accessible même en province. Cependant, la véritable ampleur de la participation russe à ce réseau énergétique global se révèle à Nijni Novgorod. La célèbre foire de Nijni Novgorod, par sa respectabilité, son envergure et son niveau technique, ne cédait en rien et surpassait même par certains aspects les expositions universelles parisiennes. C'était une véritable ville dans la ville, le cœur commercial et industriel de l'Empire, où se concluaient des transactions millionnaires et où étaient démontrées les réalisations avancées. L'ensemble architectural de la foire représentait un système extrêmement complexe, saturé des mêmes éléments que le palais du Champ de Mars.
Les principaux pavillons de Nijni Novgorod étaient parsemés de rangées de piliers verticaux et de flèches. Ces éléments, comme leurs analogues français, n'étaient pas simplement une décoration de toiture. Dans ces piliers résidait le secret de l'éclairage autonome et de l'approvisionnement en énergie de tout le complexe. Il existe une hypothèse fondée selon laquelle à l'intérieur de ces structures se trouvaient des capsules contenant une certaine substance ou un gaz qui, sous l'influence du champ atmosphérique, commençait à briller ou initiait le processus d'ionisation nécessaire au fonctionnement des lampes à décharge. C'est précisément pourquoi l'illumination nocturne de la foire de Nijni Novgorod frappait les contemporains par sa splendeur et sa luminosité, sans nécessiter pour autant l'infrastructure encombrante indispensable aux lampes à incandescence traditionnelles. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace de cette splendeur. Le destin de la foire de Nijni Novgorod s'est avéré aussi triste que celui des palais parisiens. À l'emplacement du complexe grandiose qui aurait pu devenir un monument de l'architecture et de l'ingénierie mondiale, dans le quartier de Kanavino à Nijni Novgorod, il y a eu longtemps un simple terrain vague. Malgré les discussions régulières dans les médias sur la renaissance de la foire, sur le retour de son ancien statut, la réalité semble déprimante. Même si les constructeurs modernes décident de recréer les contours extérieurs des bâtiments, ce ne sera qu'une coquille vide, un culte du cargo. Recréer la véritable essence de la foire est impossible, car la technologie est perdue. Plus personne ne construira de petites églises générateurs fonctionnelles. Personne n'installera sur les toits des piliers accumulateurs opérationnels, car la connaissance même de leur principe de fonctionnement est sous une interdiction tacite mais très stricte. Cette décision n'a pas été prise au niveau des architectes municipaux, mais au niveau global de la gestion du développement de la civilisation. Ce qui a été détruit à Nijni Novgorod, ce ne sont pas simplement des murs de briques. C'est une partie d'un système mondial unique d'énergie libre qui a été démantelé partout. Le terrain vague à la place de la foire est le symbole du vide formé dans notre histoire technique, un trou de mémoire que les substituts modernes ne parviennent pas à combler. Les technologies permettant d'obtenir de l'énergie bon marché il y a 100 ans n'ont pas été oubliées par hasard, mais effacées intentionnellement, nous laissant avec des fils et des compteurs. Où donc a disparu tout cet héritage ? Pourquoi des méthodes qui étaient ouvertement utilisées sous les yeux de millions de personnes sont-elles soudainement devenues tabous ? La réponse à cette question nécessite de comprendre ce qui est arrivé à la source même de cette énergie et pourquoi l'humanité a été transférée de force sur d'autres rails de développement. Si l'on accepte pour axiome que les formes architecturales du passé, flèches, dômes, colonnades et obélisques, n'étaient pas simplement des éléments décoratifs, mais des nœuds fonctionnels d'un réseau énergétique global, alors se pose inévitablement la question de la nature de la force qui alimentait ce système. Tous les faits indiquent qu'il y a 100 ans, l'humanité savait interagir avec l'électricité atmosphérique à un niveau qui semble aujourd'hui relever de la science-fiction. Ce n'était pas la combustion de carburant pour faire tourner des turbines. C'était un processus d'extraction directe du potentiel de l'environnement. On peut supposer que l'atmosphère de la planète possédait à cette époque d'autres propriétés physico-chimiques, était plus saturée et conductrice, ce qui permettait d'obtenir de l'énergie littéralement à partir de l'air, à l'aide de circuits résonnants dont le rôle était joué par les complexes de temples et les pavillons d'exposition. Sous cet angle, la figure de Nikola Tesla, que la science officielle a l'habitude de considérer comme le phénomène d'un solitaire génial en avance sur son temps, acquiert une signification tout autre. Il est fort probable que Tesla n'était pas tant un découvreur d'horizons inconnus que le dernier gardien d'une époque révolue. Un homme à qui l'on a permis d'utiliser ouvertement des technologies anciennes, auparavant connues de tous, dans leur période de déclin. Sa célèbre tour de Wardenclyffe ressemble de manière frappante à ces mêmes structures. Cependant, après la mort de Tesla, ou plus précisément à un moment historique donné du début du XXe siècle, une rupture brutale de paradigme s'est produite. Les technologies permettant d'obtenir de l'énergie sans fil et sans compteur ont été soigneusement nettoyées. Il existe une hypothèse selon laquelle cela pourrait être lié à des changements globaux dans l'atmosphère de la Terre, une sorte de cataclysme naturel à cause duquel le champ éthérique s'est affaibli et les vieux résonateurs ont cessé de fonctionner. Mais la version d'une interdiction artificielle semble plus plausible et cynique.
L'énergie sans fil est impossible à contrôler. On ne peut pas la vendre au tarif, on ne peut pas installer de compteur dessus. Pour les sociétés transnationales et les élites financières en formation, une telle technologie représentait une menace existentielle. C'est pourquoi on a misé sur les hydrocarbures et la transmission de courant par fil. Cela crée une dépendance du consommateur vis-à-vis du fournisseur, permettait de construire des systèmes hiérarchiques de gestion des ressources et des capitaux. Certaines forces puissantes ont pris la décision de démanteler l'ancien monde, non seulement physiquement, en démolissant les palais et en fondant l'équipement, mais aussi mentalement. Une machine géante de réécriture de l'histoire et de la physique a été lancée. Les connaissances sur l'obtention d'énergie bon marché ont été déclarées hérésie ou pseudosciences, et l'équipement détruit ou caché dans des dépôts fermés. À nous, descendants, on n'a laissé qu'une version tronquée de la réalité, où l'électricité s'obtient par un dur labeur et coûte de l'argent. Si l'on plonge plus loin dans l'histoire, en examinant les gravures et les tableaux des 16e-18e siècles, on peut découvrir des témoignages étonnants du fait que l'illumination électrique n'était pas une invention de la fin du 19e siècle. Le Kremlin, les châteaux européens, les rues des villes sur les vieilles images sont littéralement inondées de lumière, dont la nature n'a manifestement aucun rapport avec les lampes à huile ou les torches. Cela confirme que les technologies de l'électricité atmosphérique existaient depuis des siècles, étant une banalité pour nos ancêtres. Tesla essayait seulement de moderniser ce qui était la norme avant l'avènement de l'ère du grand interdit. Au début du XXe siècle, il s'est produit un événement qui a divisé l'histoire technologique en avant et après. Les maîtres qui possédaient les secrets de la construction des générateurs résonnants ont disparu, les plans se sont volatilisés et les manuels de physique ont été réécrits pour les nouvelles générations, destinées à vivre dans un monde de fils et de prises. Un lavage de cerveau global a eu lieu, calculé pour 5 générations à l'avance, et nous vivons aujourd'hui à l'intérieur de cette matrice artificiellement créée. La destruction des pavillons d'exposition a été un acte de nettoyage final des preuves. Une force de gestion globale a opposé son veto à l'énergie libre, dirigeant la civilisation sur la voie de la combustion des sous-sols, ce qui garantissait contrôle et profit. Les preuves de ce changement forcé de l'ordre technologique sont en surface. Il suffit d'analyser à quel point l'apparence de ces mêmes expositions industrielles a changé brutalement quelques années seulement après les événements décrits. La différence entre les expositions d'avant 1917 et celles d'après 1920 est si frappante qu'il est impossible de ne pas la remarquer. C'était déjà un tout autre monde, privé de la magie du génie technique du passé. Pour se convaincre définitivement que le changement global de l'ordre technologique n'était pas une évolution naturelle, mais une rupture forcée, il suffit de se tourner vers les témoignages documentaires datant de la période après 1920. Le contraste entre les époques avant et après est frappant et provoque une sensation de dégradation profonde et systémique. Si l'on regarde les matériaux d'archives des salles d'exposition parisiennes de 1923, un monde totalement différent apparaît devant nous. La sensation de légèreté et de saturation éthérique de l'espace a disparu. À la place des majestueux temples de la science et des mystérieuses constructions résonnantes, est venue une quotidienneté utilitaire et lourde qui est devenue notre réalité pour le siècle à venir. La première chose qui saute aux yeux lors de l'analyse de ce nouveau monde est le changement de caractère de l'éclairage. Au lieu d'un éclat inondant et sans ombre, dont la nature était cachée dans les formes architecturales, nous voyons de tristes guirlandes d'ampoules électriques à incandescence suspendues à des fils grossiers. Cette toile d'araignée de fils est devenue le symbole de la nouvelle ère, l'ère du contrôle et du comptage. La lumière a cessé d'être une propriété de l'espace, initiée par les dômes et les flèches, elle est devenue une marchandise, livrée par dose via un câble. Un tel éclairage semble terne, mort et artificiel par rapport à cette illumination qui est immortalisée sur les clichés de la fin du XIXe siècle. L'architecture des pavillons a également subi des changements cardinaux, se transformant en une sorte de culte du cargo. Les piliers et colonnes, qui étaient auparavant des éléments fonctionnels du système énergétique, sont restés dans les projets des bâtiments,
mais ont perdu leur essence. Dans les constructions des années 1920, ils sont présents exclusivement comme éléments décoratifs. Lors d'un examen détaillé, on voit qu'à leur base ne sont plus fixées de capsules avec une substance active. Les guides d'onde ne sont pas connectés, les sommets complexes sont absents. C'est simplement de la pierre et du plâtre, imitant la forme des anciens dispositifs, mais privés de leur contenu. Les architectes des temps nouveaux continuaient de copier les traits extérieurs, ne comprenant plus pourquoi ces éléments étaient nécessaires initialement, si ce n'est pour la beauté. Les espaces d'exposition eux-mêmes, jadis remplis de machines vivantes et d'églises générateurs miniatures, se sont vidés. Ces mêmes agrégats mystérieux, à l'intérieur desquels se cachaient des mécanismes sans carburant, ont disparu sans laisser de traces. Leur place a été prise par les moteurs à combustion interne qui nous sont familiers, et des moteurs électriques primitifs liés à la prise. La diversité technologique a été unifiée et réduite à un standard intime, pratique pour la production industrielle et la monétisation. L'atmosphère même de mystère et de possibilités infinies qui régnait aux expositions de 1900 s'est évaporée. Les pavillons qui restaient encore à leur place vivaient leurs derniers jours avant la démolition finale. Le processus de nettoyage a été total. Tous les bâtiments formant le réseau résonant unique, des palais de Paris au complexe de Nijni Novgorod, ont été condamnés à la destruction. Ils ont été démolis avec une hâte étonnante, ne laissant pas pierre sur pierre, comme si l'on craignait que quelqu'un puisse percer le secret de leur conception. Ce n'était pas une reconstruction des villes, mais un effacement de la mémoire. On ne détruisait pas simplement des murs, mais des preuves matérielles de l'existence d'une branche alternative du développement de la civilisation. On ne nous a laissé qu'une histoire émasculée, où le progrès avance linéairement de la torche à l'ampoule et où il n'y a pas de place pour des technologies capables de rendre l'humanité libre de l'aiguille des ressources. Nous vivons dans un monde construit sur les ruines d'une culture plus développée dont nous ne nous souvenons même pas. L'ancien monde a été démantelé, ses technologies déclarées impossibles et ses réalisations attribuées aux écrivains de science-fiction. Cependant, malgré tous les efforts des censeurs du passé, certains artefacts glissent encore à travers le tamis de l'oubli, laissant les chercheurs perplexes. En conclusion de cette enquête, je voudrais attirer l'attention sur un document unique, conservé par hasard dans une masse d'archives triées. Sur une vieille photo d'une des expositions est immortalisé un agrégat dont la conception échappe à toute classification du point de vue de l'ingénierie moderne. C'est un dispositif complexe, privé des pistons, foyers ou bobinages électriques habituels, mais remplissant manifestement une fonction importante. Sa forme, combinant la géométrie des cristaux et la mécanique de rotation, fait allusion à des principes de fonctionnement que nous avons aujourd'hui perdus définitivement. En regardant cet objet, il ne reste qu'à poser une question à laquelle il n'y a peut-être plus personne pour répondre. Savez-vous ce que c'est ? Ou avons-nous plongé si profondément dans l'illusion qui nous est imposée que nous avons définitivement oublié notre véritable passé, cessant de reconnaître les outils que possédaient nos arrière-grands-pères ? Ce témoin muet d'une époque révolue sert de rappel de tout ce qui a été perdu et du peu que nous savons sur l'histoire réelle du progrès technique.